y a un truc à se dire quand même, c'est que c'est quand même très très dur de faire passer un message. Donc là, par exemple, je vous parle, et alors, il y a ce que je veux vous dire, et ça, normalement, c'est quand même plutôt clair pour moi. Il y a comment je vais vous le dire, ça, c'est déjà moins évident, déjà parce que je parle du nez, donc ça aide pas. Et puis, il y a aussi comment vous allez l'entendre. Est-ce que vous allez toujours être concentré ou pas pendant tout le temps de mon speech? Alors, j'en doute pas, mais on a une capacité d'attention qui est quand même limitée. Et puis, il y a une dernière chose, il y a comment vous allez comprendre ce que je vais vous dire, ce que vous allez en retenir. Et encore là, je suis le seul à parler. Et je vous parle qu'à vous, on a pris une dizaine, donc ça va. Maintenant, imaginez quelque chose que vous connaissez plutôt bien. C'est-à-dire que vous avez tous, ou alors vous êtes en train, ou vous allez peut-être bientôt, on vous le souhaite en tout cas, connaître une phase d'hypercroissance. Et une phase d'hypercroissance, ça veut dire quoi? Ça veut notamment dire que vous allez chercher à recruter beaucoup de monde. Ça peut être 100, ça peut être 200, peut-être 1000 personnes, et le tout en très peu de temps. Et donc là, vous, ce que vous allez devoir faire, c'est beaucoup plus difficile que ce que je suis en train de faire moi. C'est-à-dire que vous allez devoir faire passer un message, tous, mais ce message, vous allez devoir le faire passer à beaucoup plus de monde. Et en parlant tous en même temps. Donc vraiment, ça s'annonce pas simple. Et du coup, les gens à qui vous parlez, ceux qui vous entendent, pour eux aussi, qu'est-ce qui va rester? Il va pas rester grand-chose. Hein. Il y a plein de stats là-dessus. Il paraît que dans une conversation normale, on retient que 20% des choses qu'on entend. Ça, c'est dans une conversation normale. Donc vous retiendrez peut-être 20% de ce que je vais vous dire. En tout cas, ce serait déjà pas mal. Mais les candidats, eux, ils vont en retenir probablement beaucoup moins. Et en fait, ce qui va rester, une fois que vous aurez tous parlé, que vous aurez tous dit ce que vous avez à dire et que tout le monde vous aura entendu, ce qui va rester, c'est votre marque employeur. Là, parce que quand on parle de marque, qu'il s'agisse de marque employeur ou pas, la marque, c'est ce qui reste quand on enlève tout le reste. C'est ce qui reste une fois qu'on a fini de parler, c'est ce que les gens pensent et retiennent. C'est la perception qu'ils ont de vous et de votre entreprise. Bon, donc là, moi, j'ai dit ça, c'est compliqué, il va falloir qu'on parle tous en même temps, ça va être dur de se faire entendre, on a beaucoup de monde à qui on veut parler, donc bon, là, on peut être tenté de se dire, ok, c'est difficile, mais c'est un enjeu, donc on va mettre les moyens. Et puis ça tombe bien, parce qu'on avait plein d'argent, parce qu'on est tous des super startups. Donc là, c'est bon, c'est la guerre des talents, surtout dans la tech. Donc on va s'acheter les plus grosses armes, on va voir ce qu'on va voir, les autres ont qu'à bien se tenir. Et puis donc là, c'est parti, on a plein d'idées. Donc on va faire des pubs sponsorisées sur Instagram, sur Facebook et puis peut-être même sur TikTok, parce que voilà, c'est là que sont nos enfants tout le temps. Donc on se dit peut-être que pour toucher les jeunes, il fallait faire des pubs sur TikTok. Et puis bon, quand même, on va aussi faire des posts sur LinkedIn avec notre page entreprise, parce que c'est sérieux. Quand même, c'est du business, donc LinkedIn. Et puis on va mettre des photos de notre équipe, où tout le monde a l'air heureux. Comme ça, les gens ils vont se dire ouais, super, on a l'air heureux dans ces entreprises-là. On va mettre 32 hashtags, parce que 32 hashtags, c'est bien pour la visibilité. Il y a plus de chances qu'on nous voit, etc. Puis tant qu'à faire, comme on a vraiment plein d'argent, on va faire des goodies. On va faire des goodies, des tasses, on va faire des stylos avec notre logo en gros, et puis on va aller dans les foires à l'emploi, dans les écoles, et puis on va leur distribuer des stylos. Parce que c'est toujours utile un stylo pour quelqu'un qui veut bosser dans la tech. Voilà, donc bon, effectivement, c'est pas ultra dur d'être présent sur tous les canaux, surtout quand on a les moyens. Mais une fois qu'on a fait ça, je repose la même question en fait. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que les gens en face de vous vont retenir de tout ça? On voit passer toute cette force de frappe, toute cette com, tous ces goodies, tous ces cadeaux, toutes ces choses qui peuvent inonder concrètement les réseaux sociaux et capturer l'attention de plein de monde. Mais tout ça, en fait, c'est un peu un écran de fumée. Quand on a vu tout ça, alors on a peut-être gagné un stylo, mais on n'a pas pris grand-chose de plus. Et du coup, vous, au niveau entreprise, vous avez dépensé beaucoup d'argent. Vous avez sûrement des belles métriques d'engagement, etc., ou des belles métriques de reach dans toutes vos campagnes, etc. Mais ça ne veut pas dire que vous allez réussir à attirer grand monde. Et puis il y a autre chose, c'est que attirer du monde, c'est bien, vous voulez recruter beaucoup de monde, mais vous ne voulez pas juste recruter du monde. En tout cas, vous ne voulez pas recruter n'importe qui. Parce qu'en fait, oui, cette approche de marketing de masse, qui est souvent celle qu'on peut avoir en termes de marque employeur aujourd'hui, qu'on a pu avoir il y a quelques années, en fait, elle va marcher. Enfin, en fait, on parle de recrutement, mais on pourrait aussi bien parler de marketing. C'est une question de coût d'acquisition. À un moment donné, si vous dépensez assez d'argent, il y a probablement des gens qui vont finir par venir parce qu'ils vous auront vu.
Mais ces gens qui viennent, est-ce qu'ils viennent pour les bonnes raisons? Parce que, en fait, pour grandir de manière sereine, pour réussir votre hypercroissance, c'est pas juste du monde qu'il vous faut. Il faut des gens qui vont comprendre qui vous êtes en tant qu'entreprise. Parce que ce que les gens que vous cherchez à attirer c'est pas juste des compétences. C'est pas juste une paire de mains qui sait coder en Python, Scala, ou ce que vous voulez d'ailleurs, hein, ou un génie du marketing qui fait du growth, des choses comme ça. Ces gens-là qui viennent, ils viennent avec des compétences certes, mais aussi ils viennent avec des valeurs, ils viennent avec une identité, et ils viennent avec une personnalité. Et justement, c'est la somme de ces personnalités-là, de ces valeurs-là, qui va au final déterminer l'identité de votre entreprise. Et donc, quand on se retrouve à doubler de volume, ou même pas, on va pas obligé d'aller aussi loin, mais si on recrute 30% de talents en plus en très peu de temps, en fait, la personnalité de votre entreprise, la moyenne ou la somme de toutes ces personnalités-là, forcément, elle va changer. Elle va pas forcément changer de manière contrôlée, elle va pas forcément changer dans le sens que vous souhaitez. Un bon exemple, j'avais reçu sur mon podcast, donc Harmony Inside, le dirigeant d'une entreprise qui s'appelle Cheers, que vous connaissez peut-être, qui a fait de l'impression photo. Et donc Antoine Lecomte, le dirigeant de Cheers, quand il vient sur le podcast, il me raconte une phase de croissance pour lui qui a été extrêmement douloureuse en fait, parce qu'ils sont passés d'un petit bureau à Strasbourg-Saint-Denis, une super équipe où tout le monde était extrêmement soudé, où ils n'avaient pas besoin de formaliser grand-chose, etc. Tout le monde bossait ensemble et tout le monde connaissait parfaitement la manière de fonctionner de Cheers, à une équipe qui avait beaucoup grandi, et il s'est retrouvé du jour au lendemain dans une situation où il n'avait plus envie d'y aller, il voulait juste plus aller bosser dans sa propre boîte, parce qu'il reconnaissait plus sa propre boîte. Et il me décrivait son entreprise comme une horde de poulets sans tête. Voilà, donc c'est pas forcément le modèle de croissance qu'on veut, la licorne c'est bien, la horde de poulets sans tête forcément un peu moins. Donc du coup, pour éviter ça, comment on s'y prend ? En fait, c'est très bien de maîtriser plein de canaux. Dans tous les canaux que j'ai cités de manière un peu humoristique, il n'y en a aucun qui est mauvais en soi. C'est génial, mais ça ne suffit pas forcément. Et c'est là qu'il faut revenir justement au message, à la marque que vous voulez laisser. Et là, il y a un concept clé, en fait, et ce concept, c'est le concept de résonance. Alors, c'est quoi la résonance ? On ne parle pas d'acoustique. La résonance, ça a un peu un côté loi de l'attraction. C'est-à-dire qu'on attire ce qu'on dégage. Donc en fait, on va chercher à attirer des gens qui vibrent sur la même fréquence que nous. Donc ça paraît un peu ésotérique, mais en fait, tout à l'heure, je vous parlais de ces talents que vous cherchiez à attirer, et je vous disais que c'était pas juste des compétences. Et effectivement, c'est pas des compétences, c'est des êtres humains. Et il y a quelque chose de constant chez à peu près tous les êtres humains, qu'on parle de la génération X, Y, Z, des millennials, des boomers, de qui vous voulez, toutes ces nouvelles cibles dont on parle beaucoup en recrutement, où ça, à chaque fois on se dit qu'ils ont des nouvelles attentes, des nouvelles choses qu'il faut leur proposer, etc. C'est très difficile. En fait, toutes ces personnes, elles ont des valeurs, elles ont un pourquoi, une raison d'être, elles ont des choses auxquelles elles souhaitent contribuer, elles ont des manières de faire qui leur parlent ou pas. Et en fait, tout le monde, vous et moi aussi, on a des choses qui nous touchent particulièrement, tout simplement parce que ça parle au fondement de notre identité. Je suis sûr que vous avez déjà vu des campagnes de pub, des films, des pièces de théâtre, des chansons, des choses qui vous marquent. Justement, ces choses-là qui touchent les fondements de notre identité, c'est des choses avec lesquelles on résonne, et ça, c'est les choses qui nous marquent. Et donc en fait, là, on est sur un changement de logique. On n'est plus en train de chercher à parler au maximum de gens, à toucher toujours plus large, à avoir le plus gros reach. On cherche à se faire connaître auprès de ceux qui partagent nos valeurs, qui partagent notre manière de faire les choses et nos convictions sur pourquoi on fait les choses. Et ça, justement, ça, c'est votre culture d'entreprise. Et toutes vos entreprises en ont une, peu importe le niveau de maturité que vous ayez chacun dans cette réflexion-là. Toutes vos entreprises ont une culture. Et vous la vivez tous en allant au travail tous les jours à des niveaux plus ou moins conscients. Et c'est même possible qu'elle soit très claire pour vous, que vous avez bien écrit les choses, si c'est le cas, félicitations. Mais justement, tout le sujet de votre marque employeur, puisque c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, c'est d'aider donc ces talents résonnants à la découvrir, cette culture d'entreprise. Parce qu'en fait, vous pouvez avoir fait tout ce travail-là chez vous, en chambre, dans vos bureaux, et si c'est pas clair à l'extérieur, mais en fait c'est dommage, mais ça sert juste à rien. Ou en tout cas ça sert à plein de choses, mais ça servira pas à grand chose d'un point de vue marque employeur.
Donc du coup, pour aider ces talents à découvrir votre culture d'entreprise, il y a plusieurs étapes. Et la première étape, c'est que cette culture, justement, il faut la formaliser. Je vous parlais tout à l'heure de Cheers. Je disais, ils n'avaient pas besoin de formaliser grand-chose, etc. Ils étaient 10-15 dans un petit bureau à Strasbourg-Saint-Denis. Effectivement, là, la culture, elle était assez prégnante. C'est-à-dire que tout le monde comprenait ce qu'ils faisaient, l'identité de la boîte. Mais pour autant, le fait de ne pas la formaliser, ça les a conduits à attirer des gens qui venaient pas forcément justement pour cette culture et qui partageaient pas, en tout cas, la culture d'entreprise, qui a fini par la changer et pas pour le meilleur. Et donc à ce moment-là, Antoine, ce qu'il se dit, c'est en fait, il faut formaliser, il faut écrire. Et donc il passe un peu pour un fou, hein. Son associé l'appelle le documentaliste, parce qu'il passe un petit moment à écrire un truc qu'on appelle, nous, dans le jargon, un culture book. Et c'est-à-dire qu'en fait, lui, il documente l'ensemble de ce qu'il fait, la culture de Cheers, il fait des ateliers avec ses équipes, il réfléchit à c'est quoi nos valeurs, c'est quoi les comportements qu'on valorise, pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait, etc. Et donc, il arrive finalement à formaliser toute sa culture d'entreprise. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ce culture book, hein, vous le verrez, si vous allez sur la page de Cheers, il est sur Welcome to the Jungle, dans la partie où on trouve habituellement des vidéos sur la marque employeur, etc. Là, il y a tout le culture book de Cheers. Donc, formaliser sa culture d'entreprise, ça implique d'abord de faire une réflexion de fond dans votre entreprise pour se poser 4 grandes questions. La première, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Concrètement, quel est notre métier ? Qu'est-ce qu'on vend ? Qu'est-ce qu'on promet à nos clients ? Pourquoi ? Et puis, pourquoi on le fait, justement ? Et ce qu'on fait, comment on le fait ? C'est-à-dire qu'on peut le faire de plein de manières différentes, mais chez nous, comment on le fait ? Et cette manière de faire chez nous, c'est une manière qu'on ne retrouvera pas ailleurs. Et puis la dernière question, c'est où est-ce qu'on veut aller ensemble ? Parce que là, on embarque plein de monde pour un voyage, mais est-ce qu'on a une vague idée d'où ce voyage peut nous amener ? Et une fois que vous avez fait ce travail de formalisation, non seulement vous avez défini et clarifié votre message, le message que vous allez passer à l'extérieur, dans toutes vos campagnes, sur tous les différents canaux dont j'ai parlé juste avant, mais dans le process, vous avez aussi acquis une bonne connaissance du type de personnes que vous voulez voir vous rejoindre justement pour ce voyage. Ce type de personnes dont on parlait qui sont résonantes, qui vont partager vos convictions, votre manière de faire les choses, et qui sont animées par les mêmes objectifs et les mêmes ambitions que vous. Et en faisant ça, normalement, cette réflexion de fond, elle va aussi vous aider à rendre cohérentes vos pratiques partout, pas que dans le recrutement, mais aussi dans le management, dans le leadership, dans le discours commercial, dans le marketing, etc. Et surtout, vous allez aligner votre équipe, c'est-à-dire que tout le monde sera à même de parler de cette culture, à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur de l'entreprise. Et là, c'est à ce moment-là, et c'est seulement à ce moment-là, qu'on peut revenir à la manière de communiquer sur cette culture. C'est-à-dire que maintenant qu'on a fait ça, on peut déterminer les bons canaux, on peut rentrer dans de la stratégie de marque, on peut dérouler plein de choses, on peut mettre en place des tactiques. Quels sont les canaux qui sont pertinents pour aller toucher quelle cible, quels sont les bons messages pour quelle cible. Mais tout ça, on peut le faire parce que et en cohérence avec notre culture et avec justement les cibles qu'on veut aller chercher et dont on a déterminé le portrait plus en amont dans la réflexion. Et justement, en fait, si vous arrivez à faire ça, c'est là que vous arrivez à créer une machine à recruter. C'est comme ça qu'il y a des boîtes comme, je sais pas, Phoenix par exemple, qui quand ils postent une annonce sans faire grand-chose, ils reçoivent 1000 CV pour un poste de directeur marketing juste parce que ils n'ont pas parlé de ce que c'était d'être directeur marketing chez Phoenix, ils ont parlé de ce que c'était de vivre chez Phoenix et de pourquoi est-ce qu'on se levait le matin pour aller travailler chez Phoenix. Et donc, vous allez créer une machine à recruter. Vos collaborateurs, en étant alignés sur votre culture, ce sera vos meilleurs ambassadeurs. Vos campagnes seront ciblées sur les bons personas, sur les bons profils de talents. Et surtout, vous aurez le même message, ou en tout cas un message qui sera cohérent, peu importe le canal que vous allez utiliser. Bon. Au final, j'ai beaucoup parlé, mais qu'est-ce que vous allez en retenir ? Tout ce que je vous ai dit là, c'est quoi la marque que ça va laisser ? Parce que je vous l'ai dit, la marque, c'est ce qui reste quand on enlève tout le reste. Et justement, on n'a pas entièrement résolu notre problème de comment faire passer un message. Je vous ai dit plein de choses qui étaient très claires pour moi, qui sont sorties d'une certaine manière, je parle toujours du nez, que vous avez entendu et que vous allez probablement oublier assez vite. En tout cas, moi j'espère pas, mais c'est quand même assez probable. Et cette question du message, en fait, et je vais vous laisser avec ça, il y a quelqu'un qui a répondu. Et c'était à peu près il y a 200 ans.
Et c'était pas vraiment un start-upper. En fait, c'était un politicien, il s'appelait Édouard Herriot. Il a été l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui le Premier ministre. Il a fait plein de choses, il était président de l'Assemblée nationale, etc. Et un jour, il y a quelqu'un qui a posé une question à Édouard Herriot qui est assez similaire à la question que je vous ai posée au début. En fait, à Édouard, on lui a demandé « Qu'est-ce que c'est pour toi la culture ?» Et Édouard Herriot, il a répondu « La culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. » Donc j'espère que cette phrase-là vous marquera. C'est tout pour moi et merci de m'avoir écouté.